de naissance et tout ça? Non? Oui. Oui, j'aimerais ça avoir votre date de naissance. C'est un peu gênant. Pas grave. C'est pas gênant parce que vous êtes très beau. Ah, merci, madame. Mes compliments, matin. Hein? Je suis venu au monde en 1936. À ce moment-là, Rigaud, c'était pas développé comme aujourd'hui, là, naturellement. Mais précisément, c'est pas Rigaud, c'est à Dragon. C'est une petite banlieue de Rigaud. Peut-être, dans ce temps-là, il y a peut-être 200 habitants ou quoi. Mon père était cultivateur. Et j'avais un frère et 2 sœurs. Il me restait seulement qu'une sœur, la plus vieille. Puis Rigaud, c'était en campagne. T'sais. Papa était cultivateur, puis là, je me souviens des souvenirs autrefois. T'sais. Des fois, j'en parle avec des gens. T'sais. On n'avait pas toutes les facilités qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas toutes les choses modernes qu'aujourd'hui. On faisait notre propre beurre dans une baratte, puis le savon, puis tout ça. Je me souviens de ça. On traînait les vaches. On avait des vaches, des veaux, on avait des chevaux, des vaches, des cochons, des poules, là, puis moutons. Est-ce que les enfants travaillaient à la ferme dès le jeune âge? Non, mais rendu à 8-9 ans, là, on aidait, on allait acheter des vaches, de faire le même. On aidait mon père à tirer les vaches. Tirer ça à la main. Il n'y avait pas les machines automatiques qu'on a aujourd'hui. Je travaillais sur la ferme, exactement. Ça fait longtemps, là. J'ai 86 ans. Mais j'ai bien aimé mon enfance là-bas. On allait à l'école Durand. Puis nous allions à l'école à pied. Puis j'étais à l'école là, en tout cas. Puis après ça, papa il a vendu la ferme. Puis on s'est en allé dans la ville de Rigaud. C'était une ville de Rigaud pour nous autres, là. Puis mon père il avait acheté un commerce de boucherie-épicerie. Ça fait que j'ai travaillé un peu là. Je livrais des commandes, ça fait le même, tu sais. Puis là, rendu, après ça, papa, il a vendu ça et nous sommes envenus à Vaudreuil-Dorion. Puis là, j'allais à l'école, à Vaudreuil-Dorion, jusqu'en 9e année. Après ça, là, je suis sorti de Rigaud. Est-ce que vous préférez que je parle de Rigaud encore? Non, c'est parfait. Non, nous, à Rigaud, on avait Notre-Dame de Lourdes. On allait en haut, à la grotte, là, ça fait là. Ah, oui, la croix? Oui, on allait se promener là, la montagne, on connaissait le coin. Là. Puis, on allait avec mes parents parce que de Dragon, c'était trop loin. Sauf quand nous étions à Rigaud. Mais j'ai bien aimé mon passage à Rigaud. Je garde des souvenirs encore à Rigaud. J'avais des tantes, mes tantes et frères de maman étaient à Rigaud. Maintenant, j'ai plus de parenté à Rigaud du tout, non. Et après ça, nous avons déménagé ici à Vaudreuil. Puis là, j'ai continué mon école à Vaudreuil pour aller jusqu'en 9e année. Puis après ça, on est allé au collège à Montréal, le collège au Sullivan Square, faire un cours, je me souviens plus du nom du cours, mais pour perfectionner mon anglais également. Puis de là, après ça, à 16 ans, j'ai dit, je voulais travailler, mais j'avais aucune idée dans quoi. J'avais une petite idée, tu sais, mais je suis allé au bureau d'emploi à Montréal. Puis là, au bureau d'emploi, Radio-Canada venait de naître. Radio-Canada est né en 31 juillet 52. Puis moi, je suis entré à Radio-Canada à peu près quelques jours après. Alors, j'ai commencé à travailler là, au courrier. Dès le tout début? Au tout début. Mais travailler au courrier, là, c'était pas grand-chose. Là. C'était sur la rue Dorchester, dans le temps. L'ancien hôtel Ford qui appelait. Et là, au courrier, il y avait à peu près une dizaine de gars qui travaillaient au courrier. Parce que le courrier, là, on recevait le courrier le matin, puis on triait le courrier, puis on le distribuait, puis on allait le chercher. Puis, mais j'avais par contre des gens qui sont connus aujourd'hui. J'avais Jean-Pierre Ferland. Il travaillait avec moi. J'avais Yvon Deschamps. Puis il y en avait un autre aussi que je connais, Canuel, qui avait le théâtre d'été. Canuel, puis il y en avait un autre, Yvon Deschamps. En tout cas, plusieurs. Ils étaient tous dans ce domaine-là. Fernand Gignac. Les icônes? Ah ben oui, c'est ça. Qui nous disait toujours que lui, un jour, il était pour être un chanteur, puis on se moquait de lui.
On disait, t'es bien trop libre pour être chanteur. Finalement, il est devenu annonceur. Il est devenu chanteur par après. Puis le courrier après ça, il n'y avait pas ce qui s'est affiché dans l'administration. Puis j'ai passé là. J'étais là-dedans un bon bout de temps. Et là, il s'est ouvert un poste en radio, comme représentant des ventes. Puis j'ai tenté ma chance, puis je l'ai eu. Puis je suis bien content. J'ai essayé ça. Parce que Radio-Canada, il faut dire qu'à Radio-Canada, il y était un temps où il n'y avait pas de publicité à Radio-Canada, à la radio. Puis là, ben, il n'y en a plus encore. Mais quand ils ont ouvert le poste de représentant des ventes à la radio, ça le prenait quelqu'un pour travailler. Et moi, ils ont dit, tu vas commencer, mais tu vas faire du local. Bon, bien correct, je vais essayer ça. Vous allez me dire c'est quoi? Ils m'ont donné une carte de tarif, puis ils m'ont territoire, la ville de Montréal. J'ai commencé là. J'ai commencé à faire différents marchés à Montréal, mais là, ça a fonctionné. Ça fonctionnait à fond. Parce que dans ce temps, il y avait CJMF, c'est pas cela. Là, vous étiez trop jeune de connaître ça. Et là, j'ai commencé là-dessus, mais là, les gens étaient contents de pouvoir annoncer à Radio-Canada. Puis, j'étais tout seul comme représentant. À un moment donné, ça roulait l'affaire, le fond de train. J'étais bien heureux de ça. Puis, fait quelques temps, exactement, là, pour ne pas dire exactement, mais j'ai fait 5-6 ans comme il faut. Ensuite de ça, il a ouvert un poste à la télévision. Représentant des ventes à la télévision locale. Alors là, j'ai appliqué pour le poste et j'ai eu le poste au local. J'ai passé des entrevues, puis un paquet d'affaires. Là encore, ils m'ont donné une carte de tarif, ils ont dit la ville de Montréal, tu sais, c'est à toi. Alors là, ben, j'ai commencé à avoir de la publicité. Puis là, on m'a donné, j'étais attaché à une maison de production parce que, ben, beau vendre de la publicité. Ben, en radio aussi, j'avais un scripteur avec moi là, qui écrivait les textes. Et je rencontrais un marchand, puis là, j'amenais Armand avec moi, puis il écrivait les textes. Il s'arrangeait avec ça. Ça, c'était plus de mon domaine. Moi, ce que je vendais, c'est du temps d'antenne. Je vendais pas la production comme telle. En télévision, j'avais David Delbas qui faisait tous mes commerciaux pour la télé. Ça fait que ça, c'était assez long, ça. C'était quelque chose à faire. Il m'est arrivé ben des petites anecdotes à un moment donné. Puis après ça, il a ouvert un poste au niveau national. Puis là, ben là, je suis passé au niveau national des ventes. Là, c'était un peu plus gros, là. C'est des compagnies, tu sais, Coca-Cola, Molson, Labatt, whatever. Puis là, ben, j'ai commencé au niveau national. Mais là, ça m'a amené à voyager beaucoup. Parce que les agences de publicité à Montréal, il y avait le compte, mais c'était juste comme un pied à terre. Tout se faisait à Toronto. Alors, il fallait que j'aille à Toronto régulièrement. 2 semaines à Montréal, 1 semaine à Toronto. 2 semaines à Montréal, 1 semaine à Toronto. J'ai fait ça pendant 25 ans, je pense, quelque chose de même. C'est pour ça que je dis que ma femme a eu beaucoup de mérite parce que je partais souvent. Puis, à Toronto, vendre les émissions de télévision françaises à Montréal, à Toronto, c'est pas pareil parce qu'ils connaissent pas ça. Vous savez, ils avaient un téléroman à Montréal qui s'en vient, là. Nous, on connaissait les auteurs, les comédiens, on en avait des rencontres. Ou bien, il fallait comprendre. Mais là, après ça, il fallait que tu transportes tout ça à Toronto, d'aller lui expliquer ça. C'était pas Montréal qui faisait les achats. À l'occasion, ils demandaient des conseils à Montréal. Tu sais, je leur disais, il y a une émission avec, disons, Lise Payette. Eux autres, ils me disaient, who's Lise Payette, tu sais. Fait que là, j'allais voir l'agent de Montréal, parce qu'on fait toujours l'affaire par une agence de publicité, hein, là-dedans. Je fais pas affaire avec les clients directs. Alors, Montréal et Toronto, on travaillait ça. C'était long. On travaillait, vendre de la publicité à la télévision, là. On travaillait ça des fois 6-7 mois à l'avance. Moi, je disais toujours qu'en juin, à Saint-Jean-Baptiste, je vendais la parade du Père Noël. C'est effectivement ça, parce qu'on se prenait d'avance. La publicité, toujours à l'avance, pas de dernière minute. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis de ça, après ça, j'ai passé à un autre niveau aux publicités réseau en télévision. Là, c'était tous les postes de Radio-Canada à travers le Canada. Là, j'étais représentant pour toutes ces stations-là. Mais là, j'avais du monde qui pour moi. Là, j'étais gérant. Pendant l'année, je suis devenu directeur des ventes. Fait que là, c'était de Moncton à Vancouver.
On avait des stations à Moncton. Les stations francophones, il n'y en avait pas gros. Il y en avait à Moncton. Puis il y en avait à Vancouver, mais tout le long, il y en avait. Tu sais, tout le long, là, Montréal, puis Québec, puis Matane, Ottawa, puis tout ça. Fait que ça a été à peu près ça, ma carrière. J'ai résumé ça bien vite, là, mais c'est à peu près ça, ma carrière. Vous avez fait combien d'années en tout? J'ai travaillé 39 ans et 7 mois à Radio-Canada. Parce que je suis entré à 16 ans, puis j'ai pris ma retraite à 56 ans. Ouais, j'ai pris ma retraite, c'est 191. Ouais, j'ai pris ma retraite à 91. Mais là, je suis parti, là, j'étais plus capable. Dans le fond, vos rencontres, comme vous dites, c'était vraiment en personne toujours, là? Ah oui, toujours en personne. Tu cognes à la porte, tu arrives dans un commerce, oui, bonjour, je me présente André Landurand de Radio-Canada. Radio-Canada, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, êtes-vous intéressé à annoncer à Radio-Canada parce qu'on commence à avoir des annonces? Ah ben oui, ça m'intéresse, c'est quel prix, c'est combien? Les discussions étaient longues, par contre. Ça prenait bien de la patience. Puis là, elle expliquait comment ça fonctionnait. Après ça, je retournais avec le scripteur pour faire le commercial. C'était au goût du client. Puis on avait chez nous, au bureau des ventes à Radio-Canada, il y avait un bureau qui acceptait les commerciaux. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de mensonges dans le commercial. Tu sais, je rencontrais par exemple un commercial, je me souviens d'un cas en particulier, Chartrand Ford. Okay? Alors le gars, il dit, moi je suis le plus gros dealer de Ford au Québec. Mais c'est vrai, c'est-tu pas vrai? Fait que là, il fallait faire vérifier ça si c'était vrai. Parce que le compétiteur aurait pu dire, hey, c'est pas vrai, ça. Le gars, il compte pas des bonnes choses, là. Alors, on contre-vérifiait ça il fallait demander à Ford la permission si c'était vrai, puis il nous disait. Il y a beaucoup de choses que les gens disaient. Il fallait pas qu'il y ait demain quelque chose qui accroche, tu sais. Quand ils nous disent, par exemple, que ce produit-là, c'est le plus vendu au Québec, il fallait s'assurer que ce soit vrai. Parce que la publicité, il fallait qu'elle soit vraie. On l'entendait à d'autres postes. Le gars, oui, mais dis-moi, j'annonce, ça s'est cassé, puis ils disent ça. Pas grave. Nous autres, chez nous, ça passe pas. Ça finissait la conversation assez raide, des fois, là. Bon, ben, si vous n'avez pas annoncé chez nous, on n'annoncera pas. C'est très bien, tu sais. Un marchand de fourrure, quand il nous dit qu'il vend qu'ils vendent du vison de telle qualité, telle affaire, après là, s'assurer que c'est réellement vrai, là, ça. Parce que c'est la compétition, c'est Giguère et les autres compagnies, comme McCumber, lui ici, c'était mes clients, puis il savait, il t'a vendu ta publicité à Intel, il dit oui. Pas sûr, moi, ce qu'il dit que c'est vrai, ça. Là, on se met des doutes. Il y avait beaucoup de vérifications à faire. On ne peut pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il s'occupe plus de ça. Ah ouais, nous, chez nous, il était très difficile à Radio-Canada. Ben, Radio-Canada, c'est le gouvernement, fait qu'il ne voulait pas être accusé de passer en ondes des choses qui sont fausses. Surtout à la télévision. La télévision, ça a été tough. Ça a été dur, la télévision. Ça, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais quand je passais aux ventes nationales, ben là, j'ai pu m'occuper de ça. Il y avait une agence de publicité. Moi, je vendais juste le temps d'antenne. C'est tout ce que je vendais. Je m'occupais de rien. Mais en radio, c'est la production. Puis en télévision aussi, la production, on a placé la production parce qu'on produisait le commercial avec une maison de production, là, une amie que je connaissais. Puis il nous produisait ça. Puis il était rendu qu'il connaissait tellement nos règlements, fait qu'il disait aux clients ça, là, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire tel langage. Il fallait que tu soignes ton français aussi. Il fallait que ça soit français, c'est des moins pis des toi, là, vraiment, ça passait pas. Là. Ah non, Radio-Canada était très strict sur la langue, sur le contenu et sur la véracité de ce qu'ils se disaient en ondes. Les annonceurs nous disaient, on le passe ailleurs si vous voulez, chez nous, ça passe pas. Puis moi, ben, ça me faisait un petit boulot. Là, chez nous, c'est de la qualité qu'on vend. Si vous voulez ça, vous allez payer, mais ça va être de la qualité. Puis à part de ça, c'est quelque chose qu'on étudiait, on le savait beaucoup, c'était notre profil d'auditoire. Tu sais, comme il appelle, c'était le blue collar worker ou whatever. Mais la qualité d'auditoire de gens, on avait des profils, des études qui nous prouvaient que les gens qui écoutent, disons, le téléjournal, le switch de la radio à télé, c'est des gens, on avait des études qui nous disaient c'est des gens de tel âge à tel âge
qui ont tel revenu, qui font telle affaire. Puis il y avait toujours un thème qu'on utilisait, mais c'est juste à Radio-Canada qui avait presque, Radio-Canada, on appelait « Double Income No Kid ». Un couple dont les deux travaillaient et qui n'avaient pas d'enfants. Eux autres, il y avait de l'argent. Fait qu'on pouvait annoncer des produits plus dispendieux ou des voyages. C'est pour ça des Double Income No Kid, là, on savait que c'était vers eux autres. L'agence nous disait, moi, mon client, c'est ça. T'sais. Fait qu'on savait où le diriger. On ne mettait pas des émissions pour enfants, on mettait des émissions d'affaires publiques, des choses comme ça. Il y avait beaucoup de choses à regarder. On appelait ça le profil de nos histoires. À la radio, j'ai bien aimé ce bout-là, mais je commençais, là, moi, là. J'étais green là-dedans. Puis, j'allais au HEC le soir, me perfectionnais en mise en marché de marketing, parce qu'il fallait que je connaissais un peu de quoi je parlais. Alors, puis le professeur au marketing, il me donnait un coup de main, tu sais, ce que je faisais, je commençais. Alors, j'ai procédé comme ça. Puis ça a toujours bien été. Il y a eu des périodes plus hautes, des périodes plus basses, mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. J'arrivais à mon travail des fois 2 heures avant le matin. À 7 heures, j'étais au bureau le matin. Même si on commençait à 9 heures, mais je préparais ma journée. Puis mon but, c'était de vendre, de réussir à vendre, de convaincre quelqu'un d'acheter chez nous. Ah oui, je me souviens de certains cas, comme par exemple, j'avais un client dans ce temps-là. Ça m'a toujours fasciné. Une compagnie de nettoyage, Miss Brown. Ça vous dit quelque chose, ça? Non, c'est ça, c'est trop jeune. Puis Lise Payette avait une émission à la radio. Parce qu'en fait, la télé faisait de la radio avant. Puis c'était une femme qui avait une belle voix radiophonique. Lise Payette, elle avait une voix en or. Elle écrit des téléromans, puis ça. Puis moi, je l'aimais beaucoup comme voix. Puis je leur suggérais le Lise Payette. Puis des fois, Lise Payette venait avec moi rencontrer certains clients, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis d'autres artistes aussi comme ça, qui étaient dans une émission, puis je leur demandais si vous voulaient venir, parce qu'ils prêtaient leur voix. Là, c'est passé à la réunion des artistes, là, ça me concernait plus. Il fallait qu'ils touchent un cachet, eux autres. Ils ne faisaient pas de publicité gratuitement. Si vous voulez prendre des paillettes, ça va vous coûter de temps. Mais c'est elle qui négociait ses prix. Que ce soit n'importe quel artiste, que ce soit Jean-Pierre Ferland ou whatever, c'est lui qui négociait ou son argent. Ça me regardait pas. Moi, ce que je vendais, c'était le temps d'antenne. C'était le message de 30 secondes ou de 15. C'était des 30 seulement dans le temps. On vendait juste du 30 secondes dans le temps. C'est tout ce qu'on vendait. Mais là, j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse poser vos questions. Oh, c'est parfait. C'est tellement intéressant. Je trouve ça génial. Tout le monde me dit que je parle beaucoup trop. Oh non, vous parlez pas trop. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous pensez que vous avez eu une chance d'aller à l'école? Tu sais, vous avez parlé que vous êtes allé au collège, tout ça. Ben oui, je suis allé au collège. J'ai pas fait des études supérieures, là. Je suis allé à l'école primaire, secondaire, puis après ça, j'ai tombé sur le marché du travail, puis je suis allé au collège à Montréal faire un cours en... j'ai plus le nom que ça s'appelait, le gars. Pas en marketing. Quand j'ai commencé à travailler, là, je me suis inscrit au HEC, puis j'ai fait des cours du soir au HEC pour en marketing. C'était pour me mettre moi, dans mon dossier, parce que j'appliquais, je savais que j'étais pour appliquer un autre job, puis là, j'étais en concurrence avec des gens qui avaient peut-être plus de background que moi. Moi, je ne peux pas dire, moi, j'avais une 9e année, puis une 12e année, puis c'est tout. Fait que là, j'ai pris des cours du soir. Puis j'étais avec des gens de la brasserie Labatt, je me souviens en tout cas. Puis ça m'a aidé. Fait que quand j'appliquais quelque chose comme ça, tu sais. Puis en radio aussi, il est arrivé une chose, c'est qu'à un moment donné, la publicité a cessé à Radio-Canada. Il n'y avait plus de publicité en radio. Ils nous ont pris une journée, ils ont dit là, c'est fini la publicité, fait que tout le monde, on se trouvait plus de job, là, nous autres. Ils fermaient le service de vente parce qu'il n'y avait plus d'annonces à la radio. Alors, je me souviens, j'étais à Toronto à ce moment-là. Fait que je reviens à Montréal, puis je dis, moi, là, ça se peut pas, là, tu sais, je me ramassais devant rien. Peut-être en 72, je venais de bâtir ma maison, puis tout, ça me prenait de ça. Puis, en 10 ans, j'ai eu des offres de compétition. Puis, j'ai eu des offres pour aller travailler ailleurs. Puis là, j'ai venu à Radio-Canada, je leur ai dit, si vous me trouvez un autre poste, là, je reste, sinon, je m'en vais. Je m'en vais travailler ailleurs. J'étais audacieux dans le temps.
Il venait de me marier pour ça. Donc, on venait de se bâtir une maison. Finalement, il y a eu un autre poste qui s'est ouvert en télévision. Ils ont ouvert un local, puis j'ai commencé à travailler là. Mais je regarde ça aujourd'hui, je trouve que j'ai été audacieux de prendre une chance comme ça. Parce que quand ils ont fermé le bureau de Montréal, j'ai passé une entrevue, puis il y a une espèce d'orienteur qui m'a dit « Si on ouvre un poste dans Radio-Canada, à quel endroit vous aimeriez aller travailler? » Ben, mon premier choix, c'était à Montréal. Mais mon deuxième choix, c'est Calgary. Troisième, c'est Québec. Le gars, il voulait dire Montréal, Québec, Calgary. Non, Montréal, Calgary, Québec. Mais pourquoi il dit Calgary? Mais il travaillait à Calgary, Radio-Canada anglais. Mais il travaillait en anglais. Je parle anglais, ma femme aussi. Mais là, il dit, M. Dandurand, pas sûr qu'on vous suit, là. Vous voulez aller à Calgary au lieu d'aller à Québec? Je dis oui. Il va aller à Calgary, puis tout, parce qu'on avait des amis, là. Finalement, c'était un poste à Montréal qui est ouvert, puis c'est là que je l'ai eu, tu sais. Ah, là, je bifurque un peu, là. C'est pas la ligne tout le long, tu sais, mais c'est ça. C'est parfait. Ah, bon. Est-ce que votre entourage parlait beaucoup anglais? À la maison, là? Non. Vous avez, parce que vous dites que vous avez pris des cours d'anglais. Ah, oui, j'ai pris des cours d'anglais quand j'ai commencé au collège Sullivan, là. Puis, mais quand j'ai commencé à travailler à Radio-Canada, je parlais anglais, tu sais, un peu. Puis un professeur m'avait dit, la meilleure façon d'apprendre l'anglais, je voyageais à Montréal en train dans le temps. J'achetais la Gazette. Puis je lisais la Gazette. Je voulais apprendre l'anglais. J'écoutais des émissions de télévision, whatever, en anglais tout le temps. Puis surtout quand j'ai commencé à Toronto. À Toronto, il trouvait ça bien drôle, parce que j'avais une prononciation pas anglophone trop. Puis ça, ben, ça allait bien, tu sais. Alors, j'étais très déterminé. Je vais l'apprendre. Est-ce que vous aimez la technologie? Oh, je suis pas fort en technologie, non. J'ai un téléphone cellulaire, puis c'est mon garçon, Déby, qui m'arrange tout ça. Pas fort en techno. J'ai mon iPad, mon laptop, ça par là. Mais la techno, non. C'est pas mon domaine. J'ai commencé trop vieux à m'intéresser à ça. C'est quoi vous souhaiteriez pour la génération future? Avec votre vécu, avec votre expérience? Ah, mon Dieu, la génération future, je trouve aujourd'hui que ce que j'ai peur, c'est les gens qui écrivent toutes sortes de messages sur, comment ça s'appelle ça, là? Sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux. Ça, je trouve ça va faire du dommage, ça. Parce qu'il s'agit que tu partes quelque chose sur un réseau social, là, puis que ça part, après ça, puis ça s'en va. Je sais pas ce qui va arriver avec ça. Tu sais, je sais pas. Ça commence à me faire peur. Parce que, surtout avec la fausse information qui circule maintenant, tu sais, tu lances quelque chose sur un circuit social, là, un réseau social, si c'est vrai, si c'est pas vrai, il y a personne qui contrôle ça. Il y a personne qui contrôle ça, tu sais. Les gens vont au cinéma, tu sais. Je me souviens d'une anecdote, une fois, Véronique Cloutier, elle dit, je suis allé au cinéma, puis elle dit, on est allé voir un film devant nous autres. Elle dit, il y avait des jeunes enfants qui regardaient ce film-là, c'était pas pour eux autres. Elle dit, j'ai texté tout de suite sur mon réseau. De quoi tu te mêles, là? Tu sais, mais déjà, ça partait sur les réseaux sociaux. Tu sais. Alors, moi, les réseaux sociaux, je ne vais pas bien sur ça. Non. Bon, je vais en regarder à l'occasion, mais il s'écrit beaucoup de choses. N'importe qui écrit n'importe quoi. Il n'y a personne qui contrôle ça, là. C'est bon. Ça peut glisser à un moment donné. Puis, tu fais en sorte que, par une fausse rumeur, il n'y a pas. C'est rien que de ça, des fausses rumeurs. Est-ce qu'on entend dire toujours? Est-ce que vous pensez qu'on perd notre français? Vous parliez non, le français, non, on l'appelle beaucoup. Aujourd'hui, quoi qu'il y a des efforts qui s'en viennent, apparemment, là, que ça va changer un peu mieux. Les gens vont peut-être mieux s'exprimer. Mais aujourd'hui, les gens, est-ce qu'ils sont intéressés à apprendre ça, tu sais? Pas certain de ça, moi, tant que ça. Mais là, on va essayer de mettre de l'emphase sur le côté français de plus en plus. Tu sais, de plus en plus. Mais il y a bien encore des commerces qui se préoccupent pas de ça. Tu sais, on parle du personnel anglophone qui sert une clientèle francophone dans un milieu francophone. Tu sais. Cette semaine, j'écoutais
à Montréal, il y a eu quelque chose qui avait par rapport aux Français, puis les gens qui s'occupaient de ça, c'était des anglophones. Les dirigeants, c'était des anglophones. Là. Mais aujourd'hui, il va falloir que les gens se rapprochent plus, là, pas le français, définitivement. Ah, définitivement, parce que l'anglais prend le dessus tout le temps. On est entouré, hein. Puis, faut faire attention, parce qu'à un moment donné, nos petits-enfants, ben, remarque bien que moi, j'ai un petit-fils qui travaille dans le domaine francophone, mais il est toujours en anglais tout le temps. Mais sa compagnie, il l'oblige à parler de ça, il voyage partout. Mais dans des commerces, vous allez juste ici, vous allez dans certains commerces ici, là, où il faut servir en anglais. Mais où ce qui arrive, c'est qu'il y a manque de personnel aussi, hein, de plus en plus. Tu sais, l'incident de Serge Lenoncourt, l'autre jour, qui a pété une coche, comme il dit, parce qu'il est allé dans un Tim Hortons, il s'est fait servir en anglais. Mais oui, mais il n'y en a pas qui ont appliqué. Ils prennent ce qui passe, eux autres. Puis arrivent des immigrés, puis arrivent ici, en Amérique. Pour eux autres, c'est en Amérique. On va parler anglais en arrivant. Fait que le français, ben, prend le bord. Tu t'amènes chez Tim Hortons, commander ton café. T'es en anglais, tu te fâches, mais le français, il n'y a pas fait d'application. Les gens, il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, des jeunes, ils prennent un emploi, mais ils ne la gardent pas longtemps. Ça, quelques semaines, puis ils changent. C'est pas tous les gens qui font ça. Alors, le côté français, il va falloir qu'il soit surveillé, bien gros. Parce que sans ça, là, ça va prendre le bord, moi. Les petits-enfants, là, peut-être Dieu merci, ils parlent anglais, là. Parce qu'ils aiment beaucoup l'intelligence anglophone, j'imagine. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Eh mon Dieu, j'ai beaucoup parlé, votre gars. Comme toujours. Non, c'est exactement ça. Pas un mot à dire. C'est exactement ça qu'il fallait. C'était merveilleux.